Donc, plutôt recording in progress. Yes. Donc, plutôt les aspects biologiques, mais comme c'est les populations humaines, il y a des culturels qui interviennent. Donc, il y a plusieurs points dans ma présentation et comme l'a dit Sophie, vous pouvez poser des questions après chacun de ces points dans le chat ou pas. Peut-être, Sophie, je compte sur toi pour me faire passer les questions. Alors, la Nouvelle-Guinée, aujourd'hui, donc quelques informations sur la Nouvelle-Guinée, c'est une région qui est à cheval entre l'océan Indien, l'océan Pacifique, entre l'Asie et l'Océanie. Donc, c'est une région insulaire où il y a à peu près 30 000 îles et c'est un carrefour entre ces différents ensembles géographiques. Et de par le côté insulaire, c'est aussi une région où il y a beaucoup de possibilités d'isolation et de diversité sur chacun de ces îles, avec un peuplement humain qui a débuté il y a 60 à 50 000 ans. Donc, c'est un très ancien peuplement humain. La Nouvelle-Guinée, ça fait partie d'un plateau continental, en fait, qui est l'Australie. C'est important parce que ce plateau continental, c'est ce qu'on appelle le Saoul, c'est le nom du continent. C'est un ancien continent qui a disparu il y a environ 8 000 ans, lorsque le niveau de la mer a monté. Et c'est important parce que 80% de l'histoire humaine s'est déroulée dans une géographie qui est différente de la géographie actuelle. C'est-à-dire que sur les highlights, tu peux virer 4, ça suffit de toute façon. Okay, oui. Peut-être couper votre micro, peut-être ceux qui ont le micro allumé. Merci. Non. Donc, on avait d'un côté le continent Sunda, c'est-à-dire l'Asie continentale, et de l'autre côté, on avait la Nouvelle-Guinée et l'Australie qui formaient une seule masse de terre. Donc, les populations humaines, en fait, ont dû trouver des stratégies pour traverser la Wallasey, donc traverser des bras de mer jusqu'à 100 km, et aussi des stratégies d'accès aux ressources alimentaires, soit des ressources côtières, soit des ressources plus terrestres. Donc, traverser la ligne de Wallace pour les premiers groupes humains, il y a 60 000 ans, c'était changer d'écozone. On passait d'une écozone avec une faune, une flore particulière, à un nouvel environnement avec des nouvelles espèces. Je ne veux pas, non. Je ne voulais pas, mais... Et notamment, on passait des mammifères placentaires aux mammifères marsupiaux qu'on trouvait dans la région de Saoul. Alors, la Nouvelle-Guinée, parfois on oublie, mais c'est une île, la deuxième plus grande île au monde, avec une cordillère centrale qui va d'est en ouest, avec plus de 30 sommets entre 4 et 5 000 mètres. 3 millions d'habitants il y a 40 ans, une soixantaine d'années plutôt, 12 millions actuellement, et la majorité de la population en fait habite dans les régions montagneuses, dans les plateaux à 1500 mètres d'altitude. Très peu sur les côtes, on verra pourquoi. Et chose extraordinaire, il y a 900 langues, c'est-à-dire 20% des langues du monde sont parlées sur ce petit territoire. Alors, la majorité de la population vit dans les Hautes-Terres, car c'est une région, les Hautes-Terres, où il y a très peu de pression pathogénique. Donc, tous les environnements ont été peuplés, les environnements côtiers, les marécages, les forêts pluviales. Les groupes humains se sont dispersés dans tous ces environnements, mais se sont concentrés dans les Hautes-Terres à cause de la pression des maladies infectieuses très fortes sur les côtes, que ce soit la malaria, la dengue, la typhoïde ou d'autres pathogènes. Donc, un mouvement vers les Hautes-Terres, vers les régions montagneuses, et une diversité linguistique, donc une diversité d'environnements peuplés par tous les groupes humains, et une diversité linguistique assez extraordinaire, comme je disais, 20% des langues du monde, réparties sur un territoire grand comme la France, et il n'y a pas si longtemps peuplé par 3 millions d'habitants. Donc on a environ 3000 locuteurs par langue. Alors, on ne sait pas exactement l'origine de cette diversité linguistique, comme on ne connaît pas encore exactement l'origine de la diversité génétique de ces groupes papous. Il y a plusieurs hypothèses sur cette diversité linguistique. Je ne vais pas détailler ces hypothèses-là, on peut en reparler s'il y a des questions plus tard. Alors, une autre particularité de la Nouvelle-Guinée, c'est le fait que la pratique de l'art rupestre est encore vivante. Donc ça, c'est un village dans lequel nous travaillons dans le CEPIC, c'est-à-dire au fond de la plaine fluviale du CEPIC, sur les contreforts des Highlands. Il y a plusieurs villages et il y a des milliers de sites à peinture rupestre. Et donc, ces populations pratiquent la peinture rupestre, soit sur écorce, soit directement sur les parois rocheuses.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent expliquer pourquoi ils peignent ceux qui peignent. Ce qui est important pour nous en Europe, par exemple, où nous avons des peintures, des sites rupestres magnifiques, Chauvet, Lascaux, sans avoir forcément l'explication associée aux peintures. Là, nous avons l'explication associée aux peintures. Alors, on a par exemple des représentations de Kinachel, vous voyez en bas à droite. Alors, par exemple, la Kinachel, c'est lorsqu'il y a une dot pour une mariée, on représente une Kinachel sur les parois rocheuses. Ça donne aussi des informations sur l'environnement parce que suivant les animaux ou les plantes qui sont représentés sur les parois, ça indique aussi un certain lien à l'environnement, une certaine utilisation des ressources. Par exemple, les Kinachel, on a fait une étude qu'on a publiée sur le sujet, proviennent du détroit de Torres. Donc, il y a des réseaux d'échanges commerciaux de certains matériaux qu'on retrouve ensuite peints sur les peintures rupestres. Alors, vous avez des motifs très, très particuliers, là, comme la main avec les doigts Star Trek, qu'on appelle Star Trek. Mais il y a des os de cassoiries qui sont peints, des mains négatives, etc. Donc, des milliers de sites à peinture dans cette région. Alors, les populations qui ont réalisé l'ensemble de ces peintures, qui ont cette diversité linguistique assez extraordinaire, proviennent de deux migrations principales. Alors, vous avez tout d'abord les premiers peuplements, il y a 60 à 50 000 ans, à la sortie de l'Afrique. Donc, c'est des peuplements très anciens, puisque l'Amérique peuplée il y a 15 000 ans, l'Europe peuplée il y a 40 000 ans, vous avez la Nouvelle-Guinée et l'Australie peuplées il y a 60 000 ans. Et chose extraordinaire, c'est que les populations actuelles sont les descendantes directes des populations des premiers arrivants il y a 60 000 ans. Donc, on a une continuité de peuplement isolée sur cet ancien continent depuis 60 000 ans. Mais vous avez quand même un deuxième événement migratoire lié à l'apparition de l'agriculture en Asie de l'Est, et vous avez une dispersion, ce qu'on appelle des populations austronésiennes, de langue austronésienne, de Taïwan, dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique, et qui impactent les côtes de la Nouvelle-Guinée. Donc, c'est une migration qui a eu des effets uniquement localisés sur les côtes de la Nouvelle-Guinée. Donc, ces deux ensembles de migration expliquent le paysage actuel des populations néo-guinéennes, des populations papoues. Alors, si on regarde le génome, ça reflète la diversité culturelle et la diversité linguistique. Vous avez ces deux camemberts bleus. En haut, ça représente, en résumé, le génome des populations d'Eurasie, d'Europe, de Chine, toute l'Eurasie. Et en bas, c'est le génome des Papous. Alors, nous avons tous, bien évidemment, une majorité de gènes qui proviennent d'Homo sapiens. Nous avons aussi tous, les Eurasiens, comme les Papous, un petit pourcentage de gènes de Néandertal, cet Homo néandertal qui vivait en Europe. Mais les Papous ont deux composantes génétiques supplémentaires. Ils ont 4% de gènes qui proviennent d'une autre espèce d'Homo, cousine de Néandertal, mais qui vivait en Asie, qu'on appelle Denisova, on va en reparler tout à l'heure. Et ils ont aussi 2% de leur génome qui proviendrait d'une espèce de sapiens, d'un groupe de sapiens qui serait sorti d'Afrique avant la sortie principale qu'on connaît tous. Donc, ils ont un génome très, très complexe. Donc, la Nouvelle-Guinée, finalement, comme je disais, c'est un peuplement, parmi les peuplements les plus anciens hors d'Afrique, isolé en grande partie pendant 50 000 ans, et des questions nombreuses sur les routes empruntées pour peupler cette région, les rencontres qu'il y a eu avec ces espèces d'homo autres que sapiens qui vivaient dans la région, et finalement comment les Papous ont pu s'adapter à cet environnement, ce nouvel environnement de l'autre côté de la ligne de Wallace. Et pour répondre à tout ça, finalement, on a développé avec des collègues français, papous, indonésiens et australiens, un projet qu'on appelle le Papouampas Project, dont je vais vous parler tout de suite. Excuse-moi, François-Xavier, tu m'entends? Oui, oui, très bien. Il y a une question, donc voilà, pourquoi y a-t-il eu ces migrations il y a 50 à 60 000 ans? Ah, pourquoi? Ah oui, mais ça c'est philosophique. Pourquoi l'espèce humaine s'aventure toujours dans de nouveaux territoires? Je ne sais pas. Il y a plein d'hypothèses. Il y a des hypothèses environnementales. Mais en général, ce qui est dit, c'est que les groupes humains suivaient les ressources alimentaires, que ce soit le gibier ou les plantes. Et en fonction du déplacement de ces ressources alimentaires, les groupes humains se déplaçaient, sans savoir eux-mêmes qu'ils sortaient d'Afrique ou qu'ils arrivaient sur un nouveau continent. Mais c'est une des explications avancées, c'est la poursuite des ressources
alimentaire. Ok, apparemment, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Très bien. Merci. Donc, pour explorer ces questions sur l'origine du peuplement de la Nouvelle-Guinée, l'adaptation des populations, on a ce projet international qui allie différentes disciplines, de l'anthropologie et de la biologie moléculaire, en collaboration avec l'Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y a même un accord-cadre de coopération entre cette université et notre université, Paul Sabatier. Il y a une vingtaine de collègues dont je ne vais pas tous les lister, mais vous avez là sur la photo Nicolas Brucato, qui travaille aussi sur ce projet, et Hubert Forestier, qui est du Muséum à Paris. On a 5 lieux principaux d'études qui couvrent les différents écosystèmes. On a ce point bleu et rouge dans les hautes terres, c'est-à-dire les vallées d'altitude, entre 1500 et 3800 mètres. On a le point jaune, là où il y a les peintures rupestres, qui est à la transition entre la plaine fluviale du Sepik et les hautes terres. Et dans le sud, nous avons le point noir, c'est la capitale. On travaille à l'université, dans les hôpitaux. Et ce point vert, c'est la région de Darou. C'est une région intéressante parce que c'est une région où il y a encore des liens qu'on cherche à explorer avec les populations aborigènes d'Australie. Voilà. Donc, à partir de ces 5 lieux, on rayonne dans d'autres localités. Alors, on collecte des données fouilles archéologiques, des données, des questionnaires anthropologiques sur les langues, sur la généalogie, des données morphologiques en bas à gauche, vous voyez, où on mesure la capacité pulmonaire des populations vivant en altitude, on collecte du sang, de la salive. On passe beaucoup de temps à présenter notre projet et à l'expliquer aux communautés locales, c'est les photos de droite, que ce soit dans les écoles ou que ce soit dans les cliniques de brousse en Papouasie. Et puis vous avez aussi 10 à 20% de notre temps, c'est ces discussions de village que vous avez en haut, qui consiste à expliquer le projet dans ces communautés, et puis les gens discutent entre eux, c'est parfois plusieurs centaines de personnes, et donc il y a ceux qui sont pour que notre projet se fasse, il y a ceux qui sont contre, pas forcément notre projet, mais qui sont contre ceux qui sont pour, c'est un moyen de régler leur compte entre eux. Donc c'est des moments très importants, et c'est des moments, en fait, la bonne réalisation du projet dépend en fait du résultat de ces discussions, de ces palabres de plusieurs jours au sein des communautés. Et là, c'est notre ami, notre collègue Matt en bas à gauche de la photo qui sert en fait d'interprète pour ces moments. Donc, on a pu passer au niveau des données biologiques. Il y a quelques années, il y avait très peu de données, une soixantaine d'individus, à partir desquels on avait des données génétiques, à près d'1 millier d'individus qui couvrent la totalité des provinces de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et on travaille sur plusieurs marqueurs génétiques. Alors, on a le chromosome Y, ça permet de raconter l'histoire des lignées paternelles. L'ADN mitochondrial, c'est l'histoire des lignées maternelles, et puis les génomes totaux. Les données phénotypiques, c'est ce que j'expliquais, c'est différentes mesures de la morphologie de ces populations. Ça va du taux d'oxygène dans le sang, à la taille, à le type de la structure des cheveux, etc., etc. Et ça permet aussi de faire le lien entre la diversité génétique qu'on observe, la diversité phénotypique, morphologique, et les environnements, les écosystèmes dans lesquels vivent ces populations. Donc, maintenant, je vais vous parler de la route mystérieuse qui a mené au peuplement de Saoul. Donc, si vous avez des questions à ce moment-là, vous pouvez vous manifester. Moi, j'ai une question, en fait, François-Xavier. Oui. Tu parles de 900 langues. Oui. Mais est-ce que c'est des langues ou des langages? Non, moi, peut-être je ne fais pas bien la différence, mais est-ce que c'est... Alors entre une langue et un dialecte, on va dire qu'un dialecte, c'est 70% de mots qui sont intelligibles, c'est un dialecte. S'il y a moins de 70% de mots intelligibles, ce sont des langues différentes. Donc là, on a 900 langues différentes et on a 40 familles linguistiques. C'est-à-dire qu'une famille linguistique, par exemple, l'indo-européen, toutes les langues européennes, c'est une seule famille. Les langues sino-tibétaines, en Chine, c'est une autre famille. Alors, des familles, on en a 40 en Papouasie. Donc, c'est extraordinaire. C'est 20% de la diversité des langues parlées au monde. Alors, ouais. Alors, juste pour l'anecdote, une des explications avancées qui ne doit pas s'éloigner de la vérité, c'est que lorsqu'un village arrive à 200 habitants, c'est la limite, des familles partent.
et elles vont recréer un nouveau village. Donc, il y a des familles de plusieurs villages qui partent, qui recréent un nouveau village et qui donc recréent une nouvelle langue qui soit commune à toutes ces familles qui viennent de villages avec des langues différentes. Ça crée de la diversité. Et après, il y a les langues secrètes, c'est-à-dire que ce soit dans les groupes d'hommes ou de femmes, il y a des cérémonies rituelles, secrètes, avec une langue. Et cette langue est très conservée, un peu comme le latin chez nous à l'époque. Voilà. Donc, vous avez ces langues qui se créent quand les nouveaux villages se créent, et vous avez en parallèle des langues très conservées. Je pense que tout ça, ça a participé à la diversité qu'on observe. Ok, merci. Il y a une autre question. Est-ce que les coutumes de ces différents groupes sont aussi étudiées? C'est étudié pas forcément en détail par nous, par notre projet. Ça mériterait de l'être. C'est étudié. Après, oui, c'est étudié, mais c'est compliqué parce que là, c'est un travail je dirais, d'ethnologue. Il faudrait passer des mois, voire des années dans les communautés. Il y en a qui sont prêts à le faire, mais c'est quand même une aventure un peu difficile. Nous, on travaille sur des questionnaires, donc c'est quelques semaines, 5 semaines maximum dans les communautés. Et donc, c'est dur de faire ce travail d'étude des coutumes en passant aussi peu de temps qu'on passe. Ok, merci. Ouais. Alors, la route vers Saoul… Pardon. Il y a une autre question. Je voulais savoir s'il existe beaucoup d'échanges commerciaux, sociaux au mariage entre les différents groupes. Oui, alors, oui, il y a les échanges commerciaux, beaucoup. Parfois, sur 500 km, il y a des échanges commerciaux. Il y a un groupe qui va fabriquer, peut-être que j'en parlerai tout à l'heure, des poteries. Et il va naviguer 500 km le long de la côte pour aller échanger ces poteries contre des plantes. Voilà. Donc, beaucoup d'échanges commerciaux. Après les mariages, alors les mariages, c'est très important parce que c'est ce qui vous autorise à sortir de votre territoire. Donc, si vous voulez, comme il y a 2 ans, notre dernier terrain, on allait sur un site. On avait un conducteur de la tribu avec laquelle on travaillait et il nous expliquait « Je ne peux aller sur ce site où vous voulez aller que parce que la femme de mon cousin est mariée avec un gars de cette tribu. Sinon, je ne peux pas y aller. Je risque ma vie. » Donc, il y a des échanges matrimoniaux et ils sont toujours avec les mêmes groupes, contrairement aux aborigènes australiens où eux, ils ont tendance à changer régulièrement de groupe avec lesquels ils se marient. Les Papous ont tendance à rester, à avoir des liens plus constants. Oui. Merci. Je crois que c'est bon là. Donc la route, alors je vous refais pas toute la route depuis l'Afrique, hein, c'est une dispersion qui a suivi la côte sud, c'est-à-dire l'Arabie, l'Inde et la côte sud du continent de Sunda, pour arriver dans la Wallassie. Donc la Wallassie, ce sont des îles, 100 km de bras de mer à traverser à plusieurs reprises. Donc il y a 2 modèles de peuplement. En fait, il y a un modèle, ce qu'on appelle littoral, et un modèle savane, en fonction des ressources utilisées par les premiers arrivants. Donc, le modèle littoral part du principe en fait, qu'ils se sont appuyés sur les ressources côtières et marines, et donc ils ont suivi le littoral, et ils sont passés par la route du Nord. Le modèle savane, c'est un modèle où ils ont suivi le corridor de savane qu'il y avait à Sunda, là, entre Bornéo et Java, qu'on voit un peu dépassé à gauche, et ils ont utilisé le même type d'accès aux ressources lorsqu'ils sont arrivés à Saoul, donc ils sont arrivés par Timor et par le nord de l'Australie. Voilà. Donc, c'est 2 modèles qui sont possibles et qui ont pu arriver. On sait qu'il y a environ 1500 individus, d'après les modélisations de la diversité génétique. On a obtenu un chiffre entre 1500 et 2000 individus. Et c'est aussi un chiffre obtenu par rapport aux capacités de l'environnement à supporter ces premiers arrivants. Voilà, donc très peu d'individus à l'origine du peuplement et probablement plusieurs groupes qui sont arrivés dans un espace, une période assez brève, 1 millier d'années. Alors pour l'Australie, le scénario ensuite de peuplement est assez clair parce qu'on a une très bonne corrélation entre la présence des ressources en eau, l'âge des sites archéologiques et la distribution de la diversité génétique. Donc les premiers arrivants ont suivi, se sont dispersés en fonction des ressources d'eau disponibles sur le territoire australien. Pour la Nouvelle-Guinée, on ne sait toujours pas. Les recherches sont en cours, notamment les nôtres. Il y a plusieurs hypothèses. Ils auraient pu suivre les rivières, puisque les rivières, ça sert de route. Hein. Tous les déplacements se font en marchant dans l'eau dans les rivières. Ils auraient pu aussi
traverser la forêt, puisqu'ils avaient les outils à l'époque. Je vais vous montrer des outils. Ils avaient des outils pour exploiter la forêt, donc ce n'était pas une barrière. Ils auraient pu aussi traverser la forêt. Ils auraient pu aussi ce qu'on appelle l'écotone, c'est-à-dire se déplacer à la transition entre la forêt et les prairies pour pouvoir accéder aux ressources des deux environnements. Et vous voyez, la photo de droite, c'est avec les petites flèches blanches, c'est les localisations des habitats actuels des papous. Donc, ils sont plutôt sur les crêtes, plutôt à la limite entre les forêts et les prairies. Ça, c'est actuellement. Et ensuite, vous avez une occupation côtière avec des incursions saisonnières à l'intérieur des terres pour récupérer des ressources, notamment végétales, et après revenir sur le littoral côtier. Donc, plusieurs hypothèses, très peu de données disponibles, parce que très peu de fouilles archéologiques ou d'études anthropologiques dans ce territoire. Alors, ça, c'est un exemple d'outils. Alors, sur les plus vieux sites qu'on a en Nouvelle-Guinée, on a des outils en pierre, ce qu'on appelle des wasted tools, c'est des outils en forme de taille, qui pouvaient s'emmancher et qui permettaient d'écorcer les arbres, qui permettaient de dégager des clairières, justement, pour faire pousser l'herbe, attirer les herbivores et pouvoir ainsi chasser. Et on a retrouvé sur ces outils des traces végétales, des traces d'Ichnan, et de pandanus. Pandanus, c'est ces fruits-là que vous voyez sur la photo en haut, qui poussent sur ces grands arbres en bas à droite. Donc, ils pouvaient accéder à l'intérieur des terres, ils pouvaient utiliser les forêts, et déjà, il y a 50 000 ans, ils utilisaient les ressources végétales. Alors, on pense qu'ils utilisaient les ressources végétales dès les premiers instants du peuplement, parce que la mégafaune, la faune présente, en fait, s'est rapidement éteinte. 88 espèces de faune qu'on appelle mégafaune se sont éteintes, et notamment, il y avait des animaux assez extraordinaires. Vous avez par exemple le diprotodon, vous avez une image, c'était une sorte de rhinocéros herbivore sans cornes, de 3000 kilos. Vous aviez des kangourous arboricoles, enfin, vous avez quantité d'animaux, mais qui se sont éteints rapidement, dû à la chasse probablement, et dû aussi à des variations environnementales, changement climatique à l'époque. Donc, ces deux événements concomitants ont amené à l'extinction de cette mégafaune et à l'utilisation des ressources végétales. Alors, pendant 60 000 ans, les populations papoues ont vécu isolées, mais se sont diversifiées, comme elles l'ont fait avec les langues, elles l'ont fait avec les gènes. Et là, ce graphique, chaque point bleu, c'est un groupe papou, et en moyenne, la diversité entre les groupes papous entre eux est équivalente à la diversité génétique qu'on trouve entre les îles britanniques et le sud de l'Inde. C'est pareil, un territoire grand comme la France, 3 millions d'individus il n'y a pas si longtemps, et une diversité génétique équivalente à celle retrouvée dans tout l'ouest de l'Eurasie. Diversité génétique qu'on cherche à expliquer, mais qu'on n'a pas encore totalement expliquée. Alors, cette diversité génétique est apparue à Saoul, mais elle n'est pas restée qu'à Saoul. C'est-à-dire qu'on a des traces de dispersion d'individus. Ce ne sont pas des populations papous qui se sont dispersées depuis la Nouvelle-Guinée, mais ce sont des lignées génétiques qu'on retrouve à l'est et qu'on retrouve à l'ouest, dans la Walachie et même en Asie continentale un petit peu plus loin. Contrairement à l'Australie, où les aborigènes australiens, eux, ne se sont pas diffusés en dehors de l'Australie. Les papous étaient beaucoup plus dynamiques. Et alors, les lignées génétiques papous, il y a des individus papous se sont dispersés, mais ils ont aussi dispersé avec eux, il y a de cela 20 000 ans, et depuis 20 000 ans, des espèces animales. Alors, vous voyez en haut des wallabies, des couscous aussi, qu'ils ont installés dans les îles de l'Est et de l'Ouest. Alors, c'est un peu la même technique utilisée par les premiers colons des îles de l'océan Pacifique, c'est-à-dire qu'ils arrivaient avec leur pirogue dans le Pacifique, sur des îles inhabitées, et ils déposaient des espèces animales pour les laisser se reproduire, et quelques années plus tard, ou quelques générations plus tard, ils revenaient sur ces îles et ils avaient à disposition des ressources alimentaires. Et puis, dans les périodes plus récentes, il y a 5000 ans, il y a eu des échanges, vous voyez, de la Nouvelle-Guinée, la Mélanésie en bas, la banane, la canne à sucre, qui commencent à se diffuser vers l'Asie, et en échange, l'Asie amène les poulets, différents types d'artefacts, d'outils ou de poteries. Donc, c'est une région, la Nouvelle-Guinée, ça reste malgré tout une région dynamique. Là, c'est un exemple, en fait, vous avez la diffusion d'une trace génétique papou en haut à gauche, vers l'ouest, il y a environ 10 000 ans, qui peut se corréler avec la diffusion d'une famille linguistique papou, en bas à droite, aussi vers l'ouest, et qui est concomitante de l'apparition de l'agriculture
en Papouasie. Donc, on a aussi ce lien entre diffusion des langues, diffusion des gènes et diffusion des techniques agricoles, en l'occurrence. Et c'est extrêmement important pour la Papouasie. Donc, lorsqu'on modélise en fait la diversité génétique observée chez les Papous, sur ces deux modèles qu'on proposait pour le peuplement de la Nouvelle-Guinée et de l'Australie, ce qui ressort, c'est que probablement la diversité génétique observée aujourd'hui chez les Papous provient, je dirais, des populations du nord de la Wallassie. C'est plutôt la route du nord, le modèle littoral au départ. Et ensuite, une migration à travers cette plaine qui est maintenant sous la mer, entre la Nouvelle-Guinée et l'Australie, et un peuplement de la Nouvelle-Guinée par le sud-est. La flèche tout à droite par le sud-est. Alors, il y a bien sûr un scénario beaucoup plus détaillé de ce peuplement initial, mais je ne vous en parle pas ici. La route du sud par Timor, ce point d'interrogation, c'est on ne sait pas. C'est possible, mais on n'a pas de confirmation statistique à partir de la diversité génétique des Papous. Alors, si on résume, simplement, c'est que la diversité génétique actuelle des Papous, on pense qu'il y a un groupe qui est arrivé il y a 60 000 ans. Rapidement après, on a un deuxième groupe qui est arrivé, une population qui avait une signature génétique un peu différente du premier groupe. Et ces deux populations se sont ensuite mélangées. Et ce qu'on observe actuellement, vous savez, c'est ce que je vous montrais dans le camembert bleu, c'est cette grosse composante sapiens, cette petite composante sapiens provenant d'une autre Otoph africa. C'est ce qu'on observe un petit peu ici. Alors, maintenant, ce qui reste à expliquer, et ce qui est intéressant, c'est ces 4% de gènes qu'on retrouve chez les Papous, qui proviennent de cette espèce Denisova, qui était ce cousin de Néandertal vivant en Asie, les Papous ayant 4% de leur génome qui proviennent de cette espèce. C'est ce que je vais vous expliquer rapidement maintenant. Alors, il y avait une question que je ne t'ai pas posée, mais c'était comment évite-t-il la consanguinité? Et justement, les mariages entre que j'expliquais tout à l'heure avec les groupes des autres territoires voisins. Alors c'est un moyen d'éviter la consanguinité. Après, par exemple, vous avez dans la région des Est Highlands, dans les Hautes-Terres, vous avez cette maladie, le kourou. Vous avez peut-être entendu parler. C'est du cannibalisme traditionnel qui maintenant est interdit. Donc, ils mangeaient le corps des défunts pour s'approprier leur force, dont les hommes mangeaient les muscles et les femmes et les enfants mangeaient les parties molles, le cerveau. Et donc, ils récupéraient le prion, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, et il y avait une mortalité des femmes telle qu'en fait, ils étaient obligés d'aller chercher des femmes beaucoup plus loin que les réseaux matrimoniaux habituels. Et donc, ils ont aspiré en fait les femmes de tous les territoires voisins pour pouvoir compenser la mortalité. Et ensuite, il y a peut-être pas beaucoup, mais il y a des vols de femmes. Voilà, dans le CEPIC, justement, on était hébergé dans la maison d'un chef de village et il y avait une femme très belle qui était tellement belle qu'il était parti en pirogue, 4 jours de pirogue, pour l'enlever de sa famille et pour pouvoir l'amener dans son village et puis se marier avec. Donc, ça fait partie des coutumes et ensuite, ça tisse des liens d'alliance entre ces différents villages. Voilà. Donc, il y a des échanges voulus et subis. Et pas voulus. Okay. Pas voulus, voilà. Pour éviter la consanguinité. Et il y avait une remarque aussi de Vandry, c'était il me demande s'il existe encore des kangourous arboricoles en Australie. En Australie? Oui. C'est pas... Hein? Je sais pas. Voilà. Ouais. Je sais pas. Joker. Il y a des kangourous, mais arboricoles, je sais pas. Joker. Ok, donc c'est bon. Ouais, donc alors c'est des homos archaïques. Donc il faut savoir que quand les premiers sapiens sont arrivés dans la région, les plus vieux restes, c'est ce sapiens de 70 000 ans à Sumatra, à gauche. Il y avait déjà 3 espèces d'homos archaïques, d'autres espèces d'homos. Il y avait des Erectus à Java, environ 110 000 ans. Il y avait l'homme de Flores, vous savez, le hobbit dont on a parlé il y a une dizaine d'années. Et vous avez, aux Philippines, mon collègue du muséum à Paris a découvert un autre type de hobbit qu'il appelait l'Homo luzonensis. Bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que Sapiens a rencontré d'autres espèces, localement, avec lesquelles il a pu se métisser, il a pu se mélanger et donner des descendants. Alors, ce n'est pas un cas unique. En Afrique, les Sapiens ont été contemporains
d'autres espèces d'Homo. En Europe, on savait qu'il y avait Néandertal. En Asie, il y a ces trois, Flores, aux Philippines et l'Erectus. Et certains de ces hommes archaïques ont laissé des fossiles à partir duquel on a pu extraire de l'ADN. Donc, on a les génomes de Néandertal pour l'Europe et de Denisova, le cousin de Néandertal, pour l'Asie. Donc, on a pu comparer les génomes de ces homos archaïques avec les génomes des sapiens actuels. Et par exemple, pour Néandertal, on sait que toutes les populations non africaines ont environ 1% de gènes de Néandertal. Moi, j'en ai 0,99%, par exemple. Et c'est les populations en Asie qui ont la plus grande proportion de gènes provenant de Néandertal. Donc, ça dépend des populations, ça dépend des contextes, c'est une moyenne. Les Papous, eux, comme je disais tout à l'heure, ont, en plus de ce petit pourcentage de gènes néandertaliens, ils ont aussi ces 3 à 4% de gènes qui proviennent de Denisova. Alors, Denisova, c'est une espèce qui a été d'abord découverte en Sibérie. C'est là où j'ai mis la petite étoile rouge. On a aussi retrouvé une mandibule sur les plateaux tibétains. C'est une espèce qui vivait en altitude, puisqu'on l'a retrouvée à 4000 mètres d'altitude au Tibet, mais qu'on retrouve aussi beaucoup en Asie du Sud-Est. Qu'on retrouve beaucoup. Dont les populations en Asie du Sud-Est ont des traces génétiques les plus importantes de Denisova. Donc là, si je vous mets les différentes populations au monde, Europe, Est-Asie, Sud-Asie, Amérique et Nouvelle-Guinée, c'est la proportion de génomes archaïques, non sapiens. Et on voit que les Néo-Guinéens ont une très forte proportion de gènes provenant de Denisova. Alors on sait maintenant que certaines populations des Philippines, Négrito des Philippines, ont aussi une proportion de gènes de Denisova qui est équivalente à celle qu'on trouve chez les Papous. Et on a montré, ça c'est une étude qu'on a publiée il y a 2-3 ans, qu'il y a eu 3 événements de métissage, de mélange entre nos ancêtres sapiens de ces régions d'Asie avec l'homme de Denisova. Il y a eu un événement de métissage en Asie de l'Est, un en Asie du Sud-Est. Alors bien sûr, on pense à Flores, on pense à tous ces homos archaïques qu'on a retrouvés dans la région. Et il y aurait eu aussi un événement de métissage en Nouvelle-Guinée, ce qui sous-entend que ces homos archaïques avaient traversé la ligne de Wallace et que donc ils avaient la capacité de fabriquer des moyens de transport en haute mer. Donc, capacité cognitive équivalente à la nôtre. Et bien évidemment, ils ont laissé, l'homme de Denisova a laissé dans le génome des populations papous et des autres populations avec lesquelles il s'est métissé, il a laissé des gènes, des variants génétiques qui sont avantageux pour nous. Par exemple, les Tibétains ont un variant d'un gène qui leur permet de vivre dans des milieux plus pauvres en oxygène, que les populations Han n'ont pas. Les Inuits ont une adaptation au froid grâce aussi à un variant qu'ils ont récupéré de Denisova. Et les populations papous et certaines populations d'Asie ont aussi plusieurs gènes du système immunitaire qui leur permet de résister plus facilement aux maladies inflammatoires. Donc, ce sont des métissages qui sont avantageux. Là, c'est les aspects avantageux. Il y a aussi des aspects désavantageux pour les populations de sapiens qui se sont mélangées avec ces homos. Et pour finir, je voulais vous parler quelques mots sur l'adaptation à l'environnement saoulien et en particulier les plantes qui ont eu un rôle très important pour les populations papous. Ça, c'est un exemple de cassoirie. Alors ça, on retrouve ça en Nouvelle-Guinée beaucoup. Ce n'est pas domestiqué. Ça a pu être domestiqué. Voilà, ce sont des sortes de grosses autruches avec une crête osseuse là, qui est assez impressionnante. Pas de questions, je continue. OK. Ouais. Donc oui, l'arrivée à Saoul, nouvel environnement. Alors, peuplement des plaines, des hautes montagnes, de nouveaux pathogènes, une nouvelle faune, une nouvelle flore. Là, vous avez une représentation exagérée de Mégalania. C'est une mégafaune. C'était comme le dragon de Komodo, mais ça faisait 8 mètres et plusieurs milliers de kilos. Donc 8 mètres. C'est des grosses bestioles qu'il y avait sur ce nouveau continent. Alors, il y a eu une adaptation à l'altitude. Alors, on a montré que les Papous constituent la 4e population actuellement sur Terre pour laquelle on a des preuves d'adaptation à l'altitude. Après les Tibétains, les Éthiopiens sur les hauts plateaux d'Éthiopie et les populations des Andes, les Papous ont des capacités, enfin une morphologie adaptée à la vie en altitude. Et on sait maintenant, c'est une étude en cours, qu'ils ont aussi des variants génétiques
adaptés à cette vie en altitude. Après, on verra si c'est des variants génétiques aussi qui proviennent de Denisova, comme pour les Tibétains ou pas. L'autre adaptation qui est assez extraordinaire, je trouve, c'est l'adaptation génétique pour pouvoir consommer de manière plus efficace différents types de plantes. Alors, je ne vous ai pas mis le nom des gènes qu'on a identifiés parce que c'est des travaux qui sont en cours, mais ils ont des gènes. On observe en fait au moment de l'arrivée à Saoul un pic d'événements de sélection daté aux environs de 50 000 ans. Donc, il y a 50 000 ans, ils arrivent, leur génome est impacté par ce nouvel environnement et on a une quantité de gènes qui sont sous sélection, qui se modifient, où il y a des mutations qui sont sélectionnées par rapport à d'autres. Et les gènes qui ressortent le plus, un peu pour le système immunitaire, beaucoup en lien avec les végétaux. Alors là, c'est tubercules, légumes verts. Vous avez un variant génétique en lien avec les polyphénols qu'on retrouve dans le pandanus et la noix de Bethel. Le pandanus, c'est le type de végétaux qu'on a retrouvé sur les sites il y a 49 000 ans en Papouasie, de ressources végétales qu'ils utilisaient. Bon. Alors, les Papous ont effectivement un régime qui est plutôt végétarien, c'est très axé sur les plantes. Dès 49 000 ans, ils utilisaient les ressources végétales. On l'oublie souvent. Même mes collègues du Musée de l'Homme, leur exposition sur l'agriculture, n'avaient pas fait de panneaux présentant l'apparition de l'agriculture horticulture en Nouvelle-Guinée. C'est apparu il y a quand même 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, il y a des dizaines d'hectares dans les hautes terres qui ont été asséchés, cultivés et plantés. Alors, c'est des tubercules qui sont plantés, c'est du taro en l'occurrence. Le site célèbre, c'est le site de Cook, qui est classé à l'UNESCO. Et vous avez cette vallée gigantesque de plusieurs centaines de kilomètres. En fait, ce ne sont que des jardins, à perte de vue. Ce n'est pas mécanisé, tout se fait à la main, bien sûr. Et ce lieu, c'est-à-dire que c'est un lieu qui est cultivé en jardin de manière continue depuis 10 000 ans. Mais il n'y a pas d'épuisement des sols, il n'y a pas de... Voilà, ça fonctionne bien. Et alors, je vous ai mis ces 3 mots, people, place and plant. C'est un de nos informateurs, là, John Mouquet, ce qu'on appelle un big man en Papouasie, qui définit en fait la façon dont se définit les Papous des hautes terres, c'est-à-dire les Papous qui pratiquent cette agriculture depuis des millénaires. C'est people, place and plant. Ce qui est important, c'est la famille, la tribu, le clan, c'est le territoire sur lequel on est, et c'est les plantes. C'est-à-dire que les plantes rentrent dans les éléments essentiels autant que la famille ou le territoire, pour dire l'importance qu'ont les plantes dans la culture papoue. Alors, il y a cet événement agricole il y a 10 000 ans. Il y a aussi un autre événement agricole apporté par les Austronésiens il y a 3 000 ans. Vous savez, cette expansion austronésienne qui part de Taïwan, de la Chine, là, et qui diffuse dans le Pacifique et l'océan Indien. Et vous avez surtout la patate douce qui arrive au XVIIe siècle avec les Européens. Alors, la patate douce, c'est fantastique. Ça peut se cultiver de manière continue. Donc, il y a de quoi manger de manière continue. Ça évite la famine. Et malgré tout ça, c'est ma dernière diapositive, malgré tout ça, l'aliment de base des Papous, pour lequel il y a des réseaux commerciaux sur des centaines de kilomètres, c'est le sago. Le sago, c'est du tronc d'arbre, c'est du tronc de palmier qui réduisent en fibres, qui passent au tamis dans l'eau pour récupérer de la poudre avec laquelle ils font des pains de sago et avec laquelle on fait des galettes. Donc, ce n'est pas bon, ce n'est absolument pas nutritif, ça permet de ne pas mourir de faim. Voilà, donc il faut imaginer que les premiers arrivants ont dû s'adapter à un point d'aller manger des troncs d'arbres pour pouvoir survivre. Et c'est quelque chose qui se fait très bien. Et voilà, je vous mets ça, c'est paru la semaine dernière dans Nature. Alors j'ai bien aimé, c'est Healthy Diet for People and Planet. Ça veut dire que pour sauver la planète et rester en bonne santé, il faut manger des plantes. Alors il faut qu'on soit adapté à pouvoir se nourrir de plantes. Alors les Papous sont parfaitement adaptés à ce type d'alimentation et à ce vers quoi probablement on va dans les années à venir. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup François-Xavier. Donc, je ne sais pas si vous voulez poser des questions, c'est ouvert. J'en vois pas. On te les a posées, on te les a toutes posées pendant le... Très bien. Il n'y a pas d'autres questions, c'est sûr? Sûr? Bon, vous savez qui je suis, où je suis, vous pouvez toujours me poser vos questions.